Eh ben, très bien. Donc, écoutez, voilà, hein, donc un beau webinaire en perspective, j'espère. Vous allez voir, on va essayer d'être très pratique, hein, pratico-pratique, de rentrer dans le sujet, évidemment avec un peu de présentation des enjeux, mais quand même vite sur de la pratique, de la mise en pratique et comment bien utiliser, comment maîtriser cette IA générative qui s'offre à nous. Donc, je m'appelle Bruno Lejar, je suis un des cofondateurs de Smart Testing, je travaille dans le test et les technologies de test depuis pas mal de temps, en particulier avec l'IA. Et aujourd'hui, ben voilà, vraiment quasiment à temps plein sur ces beaux sujets-là, de introduire l'IA dans nos pratiques pour accélérer finalement les activités de test. Aujourd'hui, on est avec donc Julien Foncois Québec qui représente Upskill. On vous parlera de formation, de training. Julien, je te laisse te présenter une seconde si tu veux. D'accord, très bien. Oui, bah, effectivement, donc Julien Vencois Québec, je suis le fondateur de Upskill for IT et All for Test. Donc All for Test, c'est un pur player du test logiciel. Donc on collabore avec Bruno depuis quelques années maintenant, effectivement. Sur la partie Upskill for IT, donc c'est une plateforme de diffusion des bonnes pratiques à l'échelle, qui va mixer l'aspect e-learning et coaching. Et à ce titre, on collabore avec Smart Testing sur des formations et du coaching pour accompagner les entreprises pour mettre en place ces nouvelles générations d'outils sur des projets très concrets. Voilà. Merci Julien. Donc, bah, je vais aller directement sur le contenu, hein. Alors, non, excusez-moi, Julien vient de présenter euh, donc Upskill. Juste un mot sur Smart Testing, hein, on est orienté technologie, donc outillage, technologie pour automatiser les tests et en particulier sur les phases de conception, mais aussi avec Jest, mais aussi avec Gravity sur les tests de régression et l'analyse de l'activité de l'utilisateur, hein, de l'usage de la plateforme sous test. Le point important peut-être à retenir, hein, c'est que euh, dans cette volonté de supporter, faciliter les activités de test et de les outiller, eh bien, l'IA est depuis longtemps un constituant important, IA symbolique, et maintenant IA génératif. Voilà. Donc, bah, c'est pour ça qu'effectivement, on s'est retrouvés, hein, et qu'on se retrouve depuis quelque temps avec Julien et ses équipes. Est-ce que tu rajoutes un mot sur ce slide-là, Julien, ou tu l'as fait? Bon, on peut peut-être juste expliquer, voilà, c'est une thématique qu'on peut retrouver via la plateforme, il y a également des événements qu'on organise autour des soirées du test logiciel, donc sur lequel Smart Testing est aussi partenaire et Upskill. L'idée, c'est de soutenir la communication autour des communautés, autour de la qualité logicielle. Donc, les soirées du test, il y en a une la semaine dernière à Bordeaux, hein, il y a eu plus d'une centaine de personnes. Et la prochaine sera à Lille le 30 mai. Donc, il va y avoir des communications là-dessus. Et on traite évidemment ces thématiques d'IA appliquées au test avec différents tracks, de différentes personnalités sur ces sujets. Et donc, Très bien. c'est des choses que vous pouvez suivre. Merci, Julien. Merci, Julien. Oui. Oui, Il y a un très bien. écho, hein, Julien, il faut que tu Ah, enlèves ouais, ton micro ou le haut-parleur, là, j'entends un écho. Alors, quel est le programme aujourd'hui? Bon, on va vous parler d'accélération des activités, c'est-à-dire d'assistance, hein. Donc, dans quelle mesure l'IA générative peut nous aider dans des tâches de conception de thèse, dans des tâches d'automatisation, dans des tâches d'optimisation, dans des tâches d'analyse de nos rapports de test, par exemple. Eh bien, tout ça, ça nécessite des bonnes pratiques, ça nécessite de maîtrise des compétences, qui sont des compétences nouvelles, hein, c'est de ça aussi dont on va parler, mais ça nécessite aussi d'être conscient des enjeux, c'est-à-dire quelles sont les limites de l'IA et quels sont aussi les risques de cette IA. Alors, le focus pour ce webinaire-là, vous allez le voir, hein, il est beaucoup autour du prompt engineering, c'est-à-dire de la façon dont on va ins- amener amener l'IA générative et les modèles d'IA générative, bah, à nous produire le bon résultat, hein, donc à lui donner les instructions de la bonne manière pour qu'il nous produise les bons résultats. Mais évidemment, c'est pas la seule manette, hein. Il y a évidemment le choix du modèle d'IA, on va en parler, mais aussi les données. Donc tout ça, c'est un triangle
qui fait qu'on va maîtriser la qualité des résultats. Et encore une fois, l'idée de ce webinaire, c'est de le faire en pratique, hein. On va avoir quatre exemples. Alors, c'est quoi l'IA générative? Ben, c'est une branche de l'IA. Cette branche de l'IA, elle correspond finalement à cette dynamique de progrès, hein. L'IA existe depuis des dizaines d'années sous différentes formes, en particulier avec les techniques qu'on appelle de machine learning, hein, qui nécessitaient des données pour apprendre finalement, éduquer le modèle, par exemple, éduquer le modèle à classer une information. Mais récemment, les travaux ont conduit au développement de ce qu'on appelle des modèles préentraînés. Et c'est ça toute la différence. C'est qu'un modèle préentraîné, donc ce qu'on appelle un large language model, va permettre une IA conversationnelle, c'est-à-dire une IA qui va pouvoir répondre à des questions, répondre à des requêtes, répondre à des instructions sur la base des données d'entraînement qui ont été utilisées. Et évidemment, la nouveauté, c'est qu'on a su développer, la communauté a su développer des algorithmes permettant de passer à l'échelle, c'est-à-dire de pouvoir entraîner ces modèles-là, donc les LLM, les grands modèles de langage avec des quantités fabuleuses de données. Et dans ces données, évidemment, il y a des plans de test, il y a du code de test, il y a des cas de test, il y a du BDD. Donc tout ça, ce sont des informations de test pour lesquelles ces grands modèles ont été éduqués. Alors évidemment, ils sont éduqués aussi avec du Shakespeare, avec de la poésie et avec tout un tas d'autres choses, mais ils sont entraînés avec tellement de données que les données de test en font partie. C'est ça notre paysage finalement, hein. C'est ça qui a changé la donne depuis maintenant très peu de temps, hein, depuis 2 ou 3 ans, c'est l'arrivée à maturité de ces grands modèles. Donc, le fait d'utiliser ces modèles textuels, alors vous savez qu'il y a aussi des modèles d'images, hein, création d'images, mais vraiment dans le domaine du test, on est d'abord sur le texte parce que, évidemment, faire des tests, c'est partir de l'expression du besoin, des exigences, des user stories, aller vers la création de cas de tests, donc spécifier des tests, tout ça c'est du texte, hein. Et puis automatiser des tests, c'est encore du texte, un texte particulier qui est du code, mais aussi optimiser des tests manuels, c'est du texte, générer des données de tests, c'est du texte. Donc vous voyez, on est bien dans notre univers du test à manipuler de l'information qui est en cohérence avec les grands modèles de langage qui, eux, sont là justement pour faciliter des tâches d'analyse de texte, de traduction, de tests, de génération de nouveaux textes, hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les cas d'usage de l'IA générative pour le test sont très diversifiés. On ne va évidemment pas tous les montrer là en 25 minutes, mais que c'est très prometteur. Voilà, hein, c'est réellement ma conviction. Maintenant, on va partager un peu de concret. Mais tout ça a quand même des limites. Donc, dans ce webinaire, bah, c'est une redite, hein, ce slide de ce que je viens de dire, c'est que dans cet ensemble de grands modèles, c'est vraiment ceux qui s'intéressent au texte et au code, hein, qu'on voit ici, là, qui nous intéressent dans notre domaine. Mais voilà, les images sont aussi parfois intéressantes. Par exemple, analyser une image écran peut aussi intervenir dans le paysage et faire du visual testing est aussi intéressant. Mais voilà, commençons déjà par texte et code dans le focus d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on utilise une IA générative? Ben, tout le monde le sait, hein. Je veux dire, le premier usage qui s'est répandu comme une traînée de poudre, hein, 1 million d'utilisateurs de ChatGPT les 10 premiers jours, je crois, de mémoire. C'est évidemment une découverte mondiale que on avait ces puissances, ces capacités de pouvoir requêter, donc écrire des prompts, hein. C'est pour ça qu'on parle de prompt engineering, c'est-à-dire la façon de faire une requête, de poser une instruction de telle façon qu'on obtienne la meilleure réponse possible par rapport aux capacités du modèle. Et ça, c'est vraiment la première modalité, hein, dans ce mode conversationnel, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. Et de la même façon, le même modèle, via son interface de programmation, via son API, va pouvoir être aussi requêté avec d'ailleurs les mêmes types de requêtes. Et ça va permettre de développer des applications.
c'est-à-dire de pouvoir finalement implémenter des tâches récurrentes basées sur l'IA générative pour résoudre des problèmes qui sont, par exemple, détecter, analyser des rapports d'anomalies pour extraire des liens entre anomalies, hein. Je vous donne un exemple, ben ça peut être une application, hein. Donc, mais finalement, ces deux modes se rejoignent dans le fait que dans les deux cas, il faut maîtriser le prompt engineering, c'est-à-dire les techniques qui visent donc à requêter ce modèle, la bonne façon de le faire, la bonne façon de le structurer, la bonne façon de configurer aussi ces données pour le faire. Donc, un prompt, une requête, hein, donc prompt et requête, dans ma bouche, signifie la même chose, hein, une requête à un modèle, un prompt donc, est structuré basiquement, hein, vraiment la structure type, c'est 6 parties. Et après, on va greffer des techniques, hein, on va en parler juste après. Donc, la première partie, c'est clairement décrire le contexte dans lequel on est, de telle façon que le modèle interprète ça pour finalement orienter les parties de cet énorme réseau de neurones que constitue donc un modèle préentraîné, GPT-3, GPT-4, Gemini, etc. Tous ces modèles préentraînés, lui donner des informations de contexte va orienter le calcul, hein, l'analyse qui est faite de la requête, à partir évidemment des données sur lesquelles il a été entraîné. Le deuxième aspect important, c'est le rôle. Quel est le rôle que doit jouer euh, donc le LLM? C'est quoi le rôle qui lui est assigné? Là aussi, ça oriente le calcul et c'est bénéfique pour le résultat. L'instruction est clé, hein. Nous, dans le domaine du test, on a des instructions précises. On n'est pas dans un domaine où on va rechercher la créativité comme par exemple si on utilisait un modèle de langage pour créer de la poésie, qui serait autre chose, et pourquoi pas faire des tests poétiques, mais non, nous on veut faire des tests qui soient cohérents avec l'application, avec les exigences, qui assurent la complétude de la couverture et tout ça, ça nécessite des instructions précises. Et on verra que si elles ne le sont pas assez, on n'obtient pas les résultats attendus. Des contraintes, par exemple des contraintes de volumétrie, hein, quand vous demandez de synthétiser un texte, ben, c'est important de préciser si vous voulez que cette synthèse soit en moins de 10 lignes, etc. Ben, c'est ce type de contrainte, hein. Et évidemment un format. On peut demander à un LLM de sortir du texte des tests au format BDD, au format Gherkin. On peut lui demander de euh, générer en sortie du CSV, des tableaux et même des modèles, hein. On peut demander de créer des modèles via un format textuel. Donc tout ça, vous voyez, on est dans la précision, hein, la précision du prompt. Et évidemment, on a besoin de données, hein, dans notre domaine. Lorsqu'on fait de la conception de cas de test, eh bien, les cas de test, ils sont conçus à partir, par exemple, des critères d'acceptation ou à partir d'éléments d'exigence ou à partir d'une documentation produit pour donner ces éléments-là, hein. Donc tout ça, c'est évidemment clé. Et la façon dont ces données ont été préparées est aussi importante. On va le voir. On aura des exemples. Alors, quatre types importants de prompt, hein, de requête, hein, technique de prompting. Le requêtage structuré, c'est ce que nous allons pratiquer, et essentiellement associé au requêtage par étapes. Je m'explique. Le requêtage structuré, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire c'est la démarche indiquant le contexte, le rôle, l'instruction, etc. Et aussi utilisant des techniques qu'on appelle basées sur le fait de donner des exemples, qu'on appelle one-shot prompting, few-shot prompting, indiquant one-shot un exemple, few-shot quelques exemples. Donc vous voyez, on n'est pas en train de faire de l'apprentissage du modèle, on est en train de le requêter, mais pour aider, favoriser un résultat de la meilleure qualité possible, les exemples vont être extrêmement utiles.
hein, on va le voir sur des cas d'usage dans le domaine du test. Et donc, ce requêtage structuré, il va être souvent associé, on va l'associer avec du requêtage par étapes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le domaine du test, on a des activités complexes, les tâches sont complexes, concevoir des cas de test, c'est complexe, optimiser des cas de test, c'est complexe, prioriser des cas de test, c'est complexe, et que découper en plusieurs étapes, en sous-tâches, faire ce qu'on appelle des chaînes de pensée dans le jargon, hein, c'est du jargon, hein, de l'ingénierie du requêtage, eh bien, ça donne des résultats bien meilleur que vouloir tout faire d'un coup. Donc, c'est vraiment des techniques, si vous voulez, hein, qu'on apprend par l'expérience aussi, mais avec des connaissances sur ce qui marche le mieux. Alors, bien sûr, hein, le requêtage non structuré a aussi de la valeur, hein, comme le texte exploratoire a de la valeur, c'est-à-dire cette capacité à rebondir sur un résultat pour affiner finalement la requête et faire converger petit à petit donc le modèle sur des résultats qui nous conviennent. Et enfin, on ne rentrera pas dans ce détail-là parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est une technique aujourd'hui qui se développe. Eh bien, euh, non seulement faire travailler le modèle d'IA à sa tâche, mais le faire travailler à comment écrire la tâche, comment prompter, c'est-à-dire faire du méta-requêtage, donc demander euh, utiliser des méta-prompts, c'est-à-dire le fait de demander au LLM de créer lui-même la bonne requête. Hein, évidemment, even better parce que là, on n'a pas certaines des difficultés précédentes, mais tout ça forme un ensemble de techniques qu'il faut maîtriser et savoir appliquer en fonction de la tâche considérée. Alors, cette image, elle illustre juste finalement l'idée de passage, hein, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans l'évolution, dans la maturité des techniques de prompting. Hein. On a commencé par cette idée d'entrée-sortie. J'ai une requête et j'ai un résultat. Donc le prompt de base, si vous voulez, en comprenant qu'en segmentant en sous-tâches, en chaîne de pensée, ça allait permettre au LLM d'approfondir finalement son résultat et d'appréhender des tâches moins complexes pour lesquelles les résultats précédents sont utilisés dans la sous-tâche suivante et avec de bien meilleurs résultats. Et puis, les travaux actuels intègrent aussi une dimension où on va évaluer plusieurs pistes de telle façon que finalement on va choisir la meilleure suite de raisonnement, donc la meilleure suite de prompts. Hein, vous voyez, donc dans cette arborescence-là, finalement l'évaluation va nous amener à utiliser le chemin envers qui va s'avérer le plus efficace. C'est au service du résultat, hein, et de l'efficacité pour traiter la tâche. Encore une fois, les tâches de test sont des tâches compliquées. Alors, prompter, c'est une chose, mais il faut choisir son LLM. Hein, il y a aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de 200 LLM accessibles. Hein. C'est pas que GPT-3.5 ou GPT-4, l'univers des LLM, c'est beaucoup plus, vous allez voir. Hein, je vais vous montrer ça de façon concrète, un extrait. Bah, évidemment, dans les résultats, le choix du modèle de langage, hein, du large language model, est évidemment important. La façon dont et ça va dépendre de plein de choses, de mon entreprise, de la façon dont je l'opère, du modèle économique. Est-ce qu'il faut prendre le tout dernier? Bah, dans certains cas, c'est ce qui va rendre le résultat, mais dans d'autres cas, non, c'est pas la peine de d'utiliser autant de puissance parce que on sait faire avec des modèles plus petits. On va en discuter et je vais vous montrer. Alors, encore une fois, hein, l'idée de ce webinaire était d'être assez pratique. Hein, donc, voilà, j'ai fini mes slides d'introduction. Et l'idée est de vous montrer concrètement ce que ça veut dire avec 4 cas d'usage. On va démarrer par un cas d'usage difficile à faire à la main, qui consiste à reprendre une suite de tests et à détecter, à l'optimiser en l'uniformisant, en particulier uniformisant les libellés des étapes de test. On va regarder, prompter de la conception de test, hein, donc à partir d'éléments décrivant spécifiant
les cas de tests à réaliser, on va ordonnancer les tests en exécution et puis on va requêter sur des techniques de test, en l'occurrence plutôt sur les types de tests. Voilà, 4 exemples qu'on a dimensionnés pour que ça tienne dans le temps imparti. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, pour faire ça, alors là c'est une image écran, mais on va passer à la plateforme. On va utiliser un espace de travail dédié à ça, à l'expérimentation, et qui permet d'adresser 11 modèles différents, 11 IA génératives différentes. Et là, vous voyez, je l'ai configuré pour pouvoir comparer les résultats sur GPT-3.5 Turbo vis-à-vis de Mistral Medium pour le même prompt. Hein. Donc, ça nous permet d'évaluer différents, comment dire, différents résultats, plutôt le résultat lorsque différents modèles travaillent pour nous. Hein. Donc voilà la plateforme. Alors je vais d'abord vous montrer le premier cas. Hein. On va d'abord travailler sur le premier cas, mais on va travailler là avec cette plateforme-là. Là, elle est en live, elle est en ligne. Voilà. Donc commençons par le premier exemple. Ici, donc, c'est optimiser une suite de tests. Donc, qu'est-ce que j'optimise? Alors, j'optimise une application qui s'appelle Logogénie. Je vous la montre en une seconde. Elle est toute simple, ça permet que tout le monde comprenne. Elle fait quoi? Je donne une information, le nom d'une entreprise, je lui donne une phrase d'accroche, c'est optionnel, mais donc je crée une entreprise qui s'appelle AI Testing. Sa phrase d'accroche, c'est accélérer le testing par l'IA, j'aurais pu écrire. Et les mots-clés, c'est IA IT. Et qu'est-ce que me fait cette gentille plateforme? Il n'a pas vu que le champ, c'est donc AI Testing. Voilà, ici, accélérer, donc je vais mettre par l'IA. Et puis là, les mots-clés, je vais mettre la même chose, IA IT. Oui, donc j'ai 3 données et lorsque je fais clic, eh ben, il a la gentillesse de me proposer tout un tas de logos sur lesquels je vais pouvoir changer la police. J'ai des contraintes de taille de phrase d'accroche. Enfin, vous voyez le concept. C'est une application en ligne qui est gratuite et que vous pouvez utiliser et essayer si le cœur vous en dit, mais que nous, on va tester. Alors, il se trouve que dans notre travail, là, on a repris cette application. Hein. Imaginons que le contexte, c'est notre entreprise a racheté cette application et puis on se retrouve avec un plan de test, enfin avec un référentiel de test dont on voit qu'il est assez incohérent. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé, mais concrètement, vous voyez ici, tout ça a été exporté d'un outil de management de test. J'ai 29 cas de test, 62 étapes de test. Et quand je regarde un petit peu ce qu'on va pas vraiment faire, là, on va demander à l'IA de regarder ça pour nous, mais je m'aperçois que en fait, j'ai l'impression qu'il y a des tests redondants, les étapes de test similaires sont pas écrites pareil. Enfin, c'est un peu le chaos. Moi, je débarque là-dessus, je suis consultant testing, je me dis, oh là là, wow. Alors je me vois déjà passer 2 jours à essayer de simplifier cette suite de tests, parce que on me demande de l'automatiser, il faut déjà que je comprenne, j'ai pas envie de repartir from scratch. Je me dis, ah, l'IA peut m'aider. Voilà le plan. Hein, c'est ça c'est ça l'idée. Donc, voilà concrètement ce qu'on va faire. Hein. Donc, on se dit, on va travailler par étapes. Par étapes, c'est quoi? C'est d'abord, je vais extraire les cas de test de mon tableau Excel. Hein, je prends les actions de test et je vais commencer par refactorer ça. Donc, j'uniformise ces cas de tests-là du point de vue du libellé des actions et je vais commencer aussi à travailler à les paramétrer, parce que ça ne l'était pas. Et puis ensuite, je vais éliminer les redondances. Alors, on n'ira pas jusqu'au bout pour des raisons de temps, mais moi, j'ai été jusqu'au bout. Et voilà, hein, c'est les mécanismes, enfin, en tout cas, on sait faire ce travail-là, mais ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer les premières étapes parce que, voilà, il faut rentrer dans le sujet. Donc, comment je fais ça? Je vais travailler avec du prompting et pour faire ce travail-là, et ça, je l'ai pas, comment dire, c'est pas tombé du ciel, hein, c'est effectivement en analysant le problème, j'ai considéré pour que ça marche qu'il fallait diviser donc le travail en plusieurs étapes.
Donc, il y a d'abord un prompt pour identifier les étapes similaires. Il y a un prompt pour uniformiser et paramétrer. Puis, il y a un prompt ensuite pour réécrire les tests. Alors, pour des raisons de rapidité, on ne va pas faire les 29. On va en faire que 3 parce que, vous voyez, il y a quand même beaucoup de texte. Il y a 362 étapes. Et encore une fois, faire ça à la main, bon, c'est pas gagné. Ça va être un peu pénible. Donc, vous voyez, là, j'ai simplement, ça, c'est l'extraction. C'est la même chose que mon tableau Excel. Simplement, j'ai extrait dans un document textuel, là, l'ensemble des données. Donc, si je fais contrôle, ah non, excusez-moi, je ne vais pas commencer par ça. Je vais commencer par copier mon prompt. Vous voyez ce que dit mon prompt? Tu es mon assistant pour optimiser des cas de test logiciels. Tu dois identifier précisément et me rendre les étapes des cas de test qui correspondent à des actions similaires. Il faut grouper les étapes de test et je lui donne un exemple. Ça, c'est du one-shot prompting. Donc, j'ai bien une chaîne de pensée, j'ai découpé plusieurs prompts et j'utilise du one-shot. Donc, je copie ça, je vais dans le bench. Alors, la première chose à faire, c'est de choisir le modèle que je vais utiliser. Une chose à considérer, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de contexte de l'IA générative. Concrètement, cette fenêtre de contexte, elle est plus ou moins grande. Et ça limite la capacité à agir. Donc, je vais prendre celui-là parce que j'ai beaucoup de données. Donc, j'ai utilisé le modèle le plus puissant de ma liste des 11 modèles. J'ai des modèles de chez OpenAI, des modèles Mistral, la boîte française, là, qui crée des modèles génératifs. Et puis, j'ai un modèle de Meta et des modèles de Perplexity. Donc, vous voyez, j'ai 11 modèles à ma disposition. Bon, allez, je vais utiliser GPT-4, mais on fera d'autres expériences. Donc ici, je mets le prompt là, et derrière, je vais directement donc coller ma data. Et vous voyez, la data, c'est quand même assez long. J'ai 29 cas de test, 362 lignes, étapes de test. Donc, j'ai collé cette donnée. Et derrière, évidemment, il va travailler. Et vous voyez, il répond vite. Le modèle répond rapidement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que je lui demande. C'est-à-dire, il va considérer, il va classer les différents types d'actions qui apparaissent dans les différentes actions de test pour les regrouper. Par exemple, je vois que sur l'accès au navigateur, eh bien, les étapes 1 du test 1 du test 3 concernent Chrome, etc., Edge, Mozilla, etc. Alors, euh, euh, ici, et ensuite, saisie du nom de l'approche, sélection, logo, etc. Donc, il fait ce travail tel que je lui demande. Voilà. Et je lui ai demandé d'analyser, il analyse. Et du coup, je peux préparer mon prompt suivant, qui est cette fois que à partir de ce résultat-là, il puisse construire des étapes génériques. Donc maintenant, on passe à l'étape suivante. Il a analysé, maintenant il va définir les prompts génériques. Donc on voit bien qu'on va progresser. Donc je reviens à mon affaire. J'espère que vous voyez tous bien. Je demande à Orlan, mais effectivement, elle me dit euh, que je manque un peu de temps, mais vous allez voir, ça va aller parce qu'effectivement, on a envie qu'on puisse être interactif. Donc, vous voyez, là, je suis passé à l'étape 2. L'étape 2, c'est accéder, c'est définir quels sont les paramètres. Alors, je vois que il fonctionne pas bien. Vous voyez, là, j'ai une anomalie en direct parce que non, non, ça va. Non, il me met bien les bons paramètres. Voilà. Donc, vous voyez, il a analyser chaque tâche et il commence à créer. Mais non, j'ai trouvé que c'était pas tout à fait le bon rendu. Donc vous voyez une première expérience, c'est que 2 fois la même requête sur le même modèle ne donne pas forcément le même résultat. Et donc ça veut dire que là, alors je vais lui demander maintenant de réécrire les tâches. Je ne sais pas si ça va marcher. Dans la mesure où je trouve que l'étape 2 ne s'est pas bien passée. J'ai pas le résultat que je viens d'obtenir et puis je ne vais pas prendre le temps de faire ça. La troisième étape, c'est à nouveau une étape
j'avance dans la réalisation de ma tâche et à nouveau, vous allez voir, j'ai du one-shot prompting puisque ici, eh bien, j'indique ici, je donne un exemple. Vous voyez? Donc, ben, j'ai même 2 exemples. C'est du few shot, en l'occurrence du 2. Bon, donnons-lui ça. Et puis on va voir qu'est-ce qui si s'il arrive à faire son travail. Puis on va passer au cas suivant. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein, là, je vois qu'il est en train de me faire le job. Vous voyez, il est en train de réécrire. J'obtiens un résultat, c'est-à-dire qu'il a repris le cas de test 1, TC1. Hein, vous savez, j'en avais 29. Il m'a repris chacune des actions de test à partir du libellé unifié avec paramètres. C'est juste ce que je voulais faire. C'est exactement ce que je voulais faire. Ça veut dire que tous les cas de test maintenant auront le même libellé pour la même tâche et paramétrés avec des valeurs. Donc vous voyez, j'ai vraiment progressé déjà par rapport à mon, comment dire, à mes tests de départ. Donc il a bien réécrit les 3 tests que je lui ai demandé à titre d'essai et par rapport au magma que j'avais ici, j'ai déjà un pas en avant. Maintenant, le travail consisterait à fusionner, réduire et faire en sorte que j'ai bien des tests qui couvrent l'ensemble, mais optimisés. Hein, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Ben parce que on n'a pas le temps. Mais la leçon apprise, elle est à 3 niveaux. Un, la puissance de l'analyse sémantique de ces modèles est extrêmement forte. Deux, en découpant par tâche, j'arrive à obtenir rapidement des bons résultats. Mais il faut voilà, travailler sur son prompt. Et 3, il faut utiliser des techniques telles que le few shot, c'est-à-dire donner les exemples pour bien guider le modèle dans l'obtention du bon résultat. Donc il y a un travail, mais à l'arrivée, il me fait en quelques secondes ce qui m'aurait pris la journée, au mieux. Hein. Je passe à l'exemple suivant, concevoir des tests. Je crois que je ne pourrais pas faire les 4 exemples, mais je vais quand même vous montrer celui-là. Donc cet exemple-là, c'est générer des tests qui respectent à partir de la technique ou en utilisant la technique des partitions d'équivalence. Donc, vous voyez, tu es mon assistant de conception de tests et à partir des exigences, tu dois créer les 4 tests. Donc, on est vraiment dans la création des 4 tests avec une technique. Donc, tout ça est très précis. Hein, je lui dis des choses très précises. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je lui donne les exigences. Alors là, c'est très simple et c'est mieux que ça soit simple. Hein. Et donc, ce que je vais faire là, dans cette nouvelle conversation, c'est que comme le problème est simple, je vais utiliser un modèle moins gourmand, moins puissant, moins cher. Aussi, je vais comparer GPT-3.5 Turbo avec Mistral Medium. Ils sont à peu près du même niveau hein, de taille et comment dire de puissance. Donc vous voyez, ça répond très vite. Alors, qu'est-ce que je constate déjà que le modèle Mistral, il me parle en anglais. Bon, pourquoi? Alors, c'est bizarre, c'est le modèle français qui me parle en anglais. Et je constate aussi que côté GPT-3.5, en fait, il m'a créé des cas de test, mais sans combiner les partitions. C'est pas bon. Vous voyez? C'est pas ce que j'attends. Et donc, ça veut dire que je dois raffiner mon prompt. Hein, donc, ben, je l'avais vu, hein, donc je l'avais travaillé. Donc, le prompt complémentaire, c'est tu dois créer des cas de test complets combinant les classes d'équivalence et indiquant le résultat attendu parce que GPT-3 ne le faisait pas. Donc, j'évalue maintenant à nouveau les 2 modèles avec cette nouvelle consigne. Et puis là, bah, vous voyez que j'obtiens des choses cohérentes. De façon amusante, j'ai pas exactement le même nombre de tests. Là, j'ai 4 tests côté donc du côté de GPT 3.5, puis j'en ai, vous voyez, j'en ai 9, 10, 11. Donc j'ai plus de cas de tests qui sont, c'est plus détaillé du côté de Mistral Medium. 13, voilà, j'ai 13 cas de tests. Alors, lequel va m'intéresser? Ben, peut-être celui qui est plus détaillé. Hein. Alors, j'avais 2 autres exemples et je ne vais pas pouvoir les faire. Et ce que je veux vous dire, c'est que ces exemples ne marchaient pas très bien.
et l'IA ne marche pas toujours très bien. C'est vrai que ce qu'on vient de voir marchait plutôt bien, mais parfois, elle ne marche pas très bien. Alors, le point important, c'est qu'il faut être donc dans l'acquisition des techniques, mais aussi avoir une idée que ça ne marche. Il ne faut jamais se fier à, en mode diaporama, merci, qu'il faut jamais se fier les yeux fermés aux résultats. Hein, j'ai pas pu vous montrer les exemples qui marchaient pas très bien, mais on a toujours des exemples pas très bien. Donc on gagne beaucoup de temps si on utilise bien, à la condition de ne pas se faire piéger, à la condition de ne pas se faire piéger par des erreurs, des hallucinations, c'est-à-dire des faux résultats. Hein. Alors évidemment, il y a la question de la sécurité des données, du coût, etc. Donc, le message principal, c'est que oui, l'IA générative est utile maintenant dans votre activité quotidienne, dans la nôtre, et que pour ça, ça nécessite de maîtriser les techniques de prompting, ça nécessite de pouvoir comparer les modèles et ça nécessite d'analyser la meilleure façon de passer les données. Hein, donc, on a 3 manettes et que tout ça, ben, voilà, ça se travaille, mais les résultats sont impressionnants. Dans certains cas, lorsque effectivement on adresse des tâches qui sont cohérentes avec l'IA générative. Ce qu'on a vu, c'est l'utilisation directe en mode chatbot. Et c'est pas, il n'y a pas que ça dans la vie des LLM. Hein. Il y a mais vous avez vu, on était déjà un peu short sur le temps en entrant dans le détail, et donc on a décidé de séparer dans un deuxième webinar parce que c'est très important de considérer les deux piliers, c'est-à-dire en mode requêtage direct et en mode applicatif. Voilà, donc bah, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est si le sujet vous intéresse, il faut vous former, il faut pratiquer et franchement, vous serez, enfin vous l'êtes, hein, vous avez aussi cette expérience-là. On est quand même rapidement impressionné et en même temps, on s'aperçoit que voilà, il faut faire très attention. Les, L'expérience qu'on a partagée est issue de la formation qu'on a montée justement avec Upskill et dont l'objectif est celle-là, c'est-à-dire j'étais à court de temps parce que ce que on voit là, on le voit de façon approfondie avec plus de cas d'usage. On y passe une journée, vous voyez, à pratiquer avec le portail. Donc évidemment, c'était un peu juste, mais voilà, hein, c'était pour vous montrer les choses. Je voulais pas rester dans la théorie. Est-ce que vous avez des questions? Je suis désolé, hein, j'ai un peu débordé le temps par rapport à l'intention, parce qu'effectivement, quand on est dans la pratique, mais voilà, je suis à votre écoute. Est-ce que c'est toi, Orlan, qui me dit les questions? Parce que je manque d'expérience sur la plateforme. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de webinar très Question-réponse, transparent. pas de questions ouvertes. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses pour qu'on puisse répondre. Oui. Est-ce que ça vous inspire, hein? Voilà. Est-ce que vous pratiquez déjà? Dans quelle mesure vous pratiquez? Voilà. Quelles sont les contraintes que vous voyez? Est-ce que vous avez des mauvaises expériences? Est-ce que voilà, tout est ouvert? Ah, on a quelqu'un qui a levé la main. Merci de cette première question. Donc je l'affiche. Alors oui, bien sûr, hein, ouais, donc je reformule la question. Hein. La première question que j'ai vue, c'est connaissez-vous des outils pour les livres de prompt? Donc si vous cherchez sur Internet, vous allez en voir un certain nombre. Moi, mon conseil, c'est de dire en équipe, à l'intérieur de votre organisation, dans l'équipe de test, et si vous êtes motivé, développez-vous les bibliothèques de prompt. Il faut s'approprier. Bien sûr qu'on peut lire des bibliothèques de prompt, moi je l'ai fait aussi, mais mon conseil c'est appropriez-vous dans le collectif, en équipe, écrivez vos prompts, mettez-les au point et faites-le ensemble, en équipe. Donc c'est une excellente pratique. Voilà. De développer des librairies, des bibliothèques de prompts, les siens, à l'équipe. Alors évidemment, hein, évidemment, le gros problème, c'est comment on exporte les données clients. Là, dans la formation qu'on a fait jeudi, vendredi, c'était avec une entreprise, une assurance, pour lequel l'entreprise a déjà créé enfin,
à internaliser l'opération d'un LLM que vous connaissez, qui est un de ceux qu'on a utilisé là, mais c'est fait pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement très clair où on va pouvoir opérer du Mistral, même de l'OpenAI, etc., dans les conditions de sécurité des données de l'entreprise. Donc oui, c'est là le gros problème, mais oui, on est en train de, les entreprises, et en particulier les grands groupes, les grandes entreprises sont en train de résoudre ce problème-là pour permettre d'utiliser l'IA de façon sécurisée en interne. Donc voilà. Après, si ce n'est pas le cas pour votre organisation, il y a quand même aussi des réponses sur les fournisseurs de LLM du point de vue du contrat de sécurisation, c'est-à-dire garantir que vos données ne seront pas utilisées. Alors, quel outil de test management et test automation intègre aujourd'hui ces techniques? Alors, on a le brouillard du marketing. C'est Benjamin qui pose cette question. C'est-à-dire que tout le monde en parle, tout le monde le dit, et effectivement, les choses vont se faire. Ce qui est très complexe, c'est que quand, vous voyez, quand on est en mode direct, l'utilisateur évalue le résultat. Quand on est en mode automatisé, il faut qu'on sache évaluer. Donc, il y a toute cette question, non pas seulement de l'intégration, c'est facile à intégrer, mais c'est évaluer le résultat. Et c'est ça qui met un peu de temps, mais absolument tous les éditeurs d'outils de test se préoccupent de ces questions d'assistants IA génératif. Et donc après, il y a des niveaux qui vont être différents, suivant qu'on parle d'automatisation, d'analyse des exigences, etc. Donc je ne vais pas vous donner une réponse. En plus, ce que je dirais aujourd'hui serait faux dans 15 jours, parce que c'est très évolutif. Mais sachez que oui, c'est absolument en cours. Et à Smart Testing aussi. Alors, à nouveau, la confidentialité des données, c'est un sujet important, mais comme je le disais, il est gérable aujourd'hui. Par exemple, euh, comment dire, on peut opérer soi-même un LLM. Nous, on opère nous-mêmes Mistral 7B sur des tâches qui sont réalisées de telle façon qu'on a toutes les garanties, puisque c'est nous qui l'opérons, euh, on a toutes les garanties que la confidentialité est préservée. Alors, il y a une question relative à l'outillage Smart Testing sur la préservation de la sécurité. Je pense que c'est vrai pour tous les outils qui vont intégrer. Si vous voulez, l'idée est que les requêtes sur le LLM vont pouvoir se faire on-premises. C'est ça qui est en place. Donc, soit dans un cloud sécurisé, soit on-premises, c'est-à-dire dans les contextes d'exécution, le LLM étant opéré directement par l'utilisateur. Donc, encore une fois, je pense que vous avez totalement raison de mettre ce sujet en haut de la pile, mais les solutions sont là. Voilà, les solutions sont là. Alors, combien de temps pour faire ces librairies de prompts? Je crois qu'il faut être très pragmatique. Et d'ailleurs, sur ces sujets d'IA génératifs, je conseillerais qu'une chose, c'est le pragmatisme. Essayez, voir ce qui se passe. Vous voyez, vous choisissez une tâche qui est par exemple la conception de tests ou l'analyse d'exigences ou du refactoring de cas de test ou de la génération de code. Prenez celle que vous voulez. Et là, en équipe, vous allez définir une base de quelques prompts qui sont ceux qui marchent bien et que vous pouvez utiliser et puis évidemment améliorer au fil du temps en fonction de vos LLM. Donc c'est très rapide. Voilà, on parle de quelques heures pour mettre au point un bon prompt qui marche bien. Alors, il y a eu beaucoup de questions, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Alors, je n'ai pas spécialement entendu parler de LPU, le langage Process Unit, si ce n'est que le hardware est en train de s'adapter, comment dire, le hardware s'adapte à l'exécution des LLM et on parle beaucoup, vous voyez, de SLM, c'est-à-dire de Small Language Model, de façon à pouvoir faire des tâches très spécialisées, un modèle plus petit et pas toujours passer par le très gros modèle GPT-4, GPT-5, Anthropic, Claude, vous voyez. Et c'est ça l'avenir, c'est de pouvoir utiliser des modèles plus petits adaptés à la tâche.
Alors, le site que l'on a, donc la plateforme que vous avez vue hein, de démo, notre Workbench, il est interne, il est utilisé pour les formations. Mais vous trouverez facilement, par exemple, un outil qui s'appelle POE. Hein, je réponds à la question d'accès au site LLM qu'on a. Nous, c'est vraiment pour les formations aujourd'hui qu'on le met à disposition. Mais si vous utilisez POE en 3 lettres, bah, vous verrez, vous avez le même type de fonctionnalité. Hein, donc, vous allez trouver. Voilà. Et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir comparer plusieurs LLM. Hein. C'est quand même. Parce que les prompts, c'est une chose, mais il faut savoir quel modèle répond le mieux. On a à la place encore quelques questions. Euh, Donc, ce que je vous propose, c'est de remettre finalement ce point-là pour que vous puissiez aller voir le contenu de la formation. Hein, c'est ça mon propos ici, parce que bah, je vais être très transparent avec vous. Hein, on a donné la première session jeudi, vendredi dernier, avec beaucoup de bonheur, hein, et puisque en fait l'objectif de cette formation, c'est d'être aux 2 tiers, je dis bien aux 2 tiers pratiques, c'est-à-dire pendant les 2 tiers du temps, on pratique sur le portail, mais aussi avec des outils. Donc à la fois le côté chat, requêter en direct, et à la fois utiliser par exemple ce qu'on appelle le RAG. Hein, j'en parlerai dans le prochain webinaire, c'est-à-dire le fait d'aller extraire de l'information de nos bases de connaissances internes à l'entreprise. Et encore une fois, il faut pratiquer, il faut comprendre les techniques par la pratique. Donc voilà, hein, vous pourrez aller voir le contenu, me donner aussi du feedback, bruno.lejar@smarttesting.com. Et puis, je serais ravi d'échanger avec vous sur voilà, cette formation. Ce qu'on peut peut-être préciser, Bruno, c'est Oui, que donc dans la fiche de la formation, vous verrez qu'il y a aussi une option sur tout ce qui est atelier, coaching. oui, On absolument. peut vous accompagner dans la durée, en fait, avec ça peut on peut appeler ça un comité scientifique, c'est peut-être un terme un peu technique, mais grosso modo, des experts sur les problématiques à résoudre et, et la thématique de l'atelier pour vous aider à mettre ça en place concrètement dans votre entreprise sur des cas d'usage concrets et faire un upskilling des équipes sur 2024 dans la durée pour diffuser ces bonnes pratiques vraiment à l'échelle C'est ça, pour les entreprises qui ont pas mal de collaborateurs. c'est ça. Et Et c'est là, et Julien, oui, non, mais pardon, je rebondis sur les questions hein, auxquelles on n'a pas répondu, oui, mais quelle stratégie pour opérer son propre LLM? Ben ça, c'est quand même des questions assez fines qui vont dépendre de vos besoins et de votre contexte. De la même façon, de comment préparer les données pour mieux performer avec l'IA et quelle est toute la chaîne LLMOps. Hein, on parle de DevOps, LLMOps, c'est le DevOps des LLM. Ben, tout ça, ça demande un peu de réflexion et puis effectivement, c'est bien de s'appuyer sur des gens qui ont cette expérience-là. Donc, donc, je veux dire par là que le premier stade, c'est effectivement celui du, du requêtage direct et on obtient déjà de la valeur, hein, franchement. Il faut voir les conditions de confidentialité et de sécurité de la donnée, mais ça se gère. Et puis après, effectivement, on peut aller plus loin dans des traitements récurrents, dans développer ces bibliothèques de prompts et finalement généraliser un petit peu cet usage pour gagner du temps. Voilà. Donc c'était pour renforcer, Julien, hein, ouais. la stratégie, au-delà de la formation de 2 jours, hein, de vraiment aller plus loin dans la mise en œuvre, mais c'est l'étape suivante. Voilà, il faut procéder par étapes et être très Oui, après, pragmatique. on peut aller vers des notions d'agent GPT, d'agent de test, C'est ça. choses comme ça. Mais encore une fois, hein, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est on voyait déjà clairement hein, de la valeur sur des tâches importantes qui s'activent maintenant. Et pour ça, ben, euh, voilà, il faut analyser effectivement les bonnes techniques, enfin appréhender, apprendre les bonnes techniques, mais ça s'utilise maintenant.
Encore 2 questions maxi et donc il est 54, on va tenir l'horaire. Je suis désolé hein, de ne pas avoir pu vous montrer les 4 cas d'usage, mais vous pourrez vous-même essayer, hein. Il y avait le cas d'usage sur les les types de tests, c'était demander cite-moi, explique-moi les types de tests suivant ISTQB Fondation et vous serez surpris. En tout cas, je l'ai été, parce qu'il répond pas bien. Mais c'était pour vous donner un exemple qui marchait pas. Et j'ai fini par comprendre pourquoi ça marchait pas. Alors, savez-vous, selon vous, quel modèle propose les réponses les plus pertinentes? Alors, euh, effectivement, on constate quand même que les plus gros modèles les plus récents sont plus performants sur la plupart des questions, mais qu'on n'en a pas forcément toujours besoin. C'est-à-dire qu'on peut aller sur des modèles moins coûteux en énergie, moins coûteux en temps. Euh, par exemple, hein, sur la deuxième tâche là, des classes d'équivalence, on n'avait pas besoin d'aller sur GPT-4, en GPT-3.5 ou en Mistral Medium. Vous avez vu, on a sorti 13 cas de tests. Et derrière, bah, c'est un usage beaucoup moins coûteux. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de réponse dans l'absolu et le plus gros n'est pas toujours le meilleur. Et en tout cas, c'est le plus coûteux. Donc, faire attention à ça et essayer de faire en sorte d'utiliser le plus petit modèle possible pour une tâche donnée. Hein, c'est important ce compromis pour des raisons de coût et d'impact énergétique. Alors, dernière question, renforcer ces librairies de prompts, ça signifie donner des exemples. Oui, oui, Michel, pas que, mais effectivement, le, comment dire, le few shot prompting est extrêmement efficace, c'est-à-dire donner quelques exemples. Et là, il faut travailler sur les exemples. Il faut qu'ils soient représentatifs. Il faut qu'ils permettent en même temps d'être un peu variés. Et il faut qu'ils correspondent à ce qu'on attend. Donc, il y a un travail sur les exemples pour améliorer les prompts de façon à guider le modèle à maximiser la bonne réponse. Hein, donc, effectivement, intégrer des exemples pertinents, c'est très profitable à la réponse, mais ça nécessite quand même de bien y réfléchir. Il faut que ce soit des bons exemples, quoi, en clair. Bon, bah voilà, hein, on a passé un petit moment ensemble. C'était, voilà, et moi j'ai eu plaisir à ça. Donc le RAG, j'ai du mal à ne pas répondre à une dernière question, hein. Le RAG, c'est une technique essentielle. Ça veut dire Retrieval Augmented Generation et ça consiste à lorsque vous avez des bases de connaissances, à aller extraire des bases de connaissances l'information utile pour le LLM de façon automatique pour répondre à la tâche et à la question auquel vous le destinez, plutôt qu'à faire du copier-coller qui est rapidement impossible quand vous avez des bases de connaissances importantes. Donc ça fait partie voilà, de techniques qui sont des applications des LLM et qui font partie de notre paysage de façon essentielle pour réussir à bien intégrer l'IA générative dans notre activité de test. Voilà, j'ai fini. Difficile de ne pas répondre à tout, mais l'heure, c'est l'heure. De toute façon, je crois qu'il y a une autre date hein, qui a été communiquée par Orlan, je crois que c'est le 18 avril, Oui, Oui, c'est ça, tout à pour fait. c'est la ça. deuxième webinaire sur le sujet, sur des cas d'usage différents. Alors, pas seulement, hein, c'est l'orientation, c'est de parler des applications du RAG, de comment justement on automatise cette fois, non pas en chat direct, mais en implémentant finalement une récurrence de traitement. Ben, quelles sont les bonnes pratiques autour de ça, hein, et quelles sont les différentes techniques qui permettent d'avoir un effet de levier dans son équipe. Donc c'est complémentaire, hein, c'est les deux qui nous permettent de réussir à gagner du temps et de l'argent. Ok. Bon, ben, merci Bruno Merci, pour la merci à vous. présentation. Merci, c'était très bien De toute façon, de vous voilà, avoir on là en verra échange. les détails sur la formation. La vidéo est enregistrée ou pas?
Oui, voilà, on vous aurez le lien. Et puis regardez le programme de la Journée française des tests logiciels, hein, qui a lieu le 10 et 11 juin, parce qu'il y a pas mal de choses sur l'IA, si l'IA vous intéresse, Mm. à la fois dans les tutoriels et puis dans la conférence. Et puis évidemment, soyez à l'écoute de l'actualité, puisqu'il y aura bientôt la belle journée à Lille, la soirée du test logiciel à Lille. Ouais, tout à fait. C'est vrai que cette année, on voit vraiment deux sujets. On voit l'IA et puis le Green IT. Mhm. Et les deux peuvent se rejoindre, comme tu le disais un peu rapidement, hein. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus des enjeux sur comment on réduit les coûts associés à ces requêtages IA qui sont importants en fait, hein. Ouais, très Je crois que important. j'avais vu une stat qui disait que une requête GPT consommait 60 fois plus d'énergie qu'une requête Google. Alors évidemment, Oui, c'est pas le même cas d'usage, c'est mais ça. c'est juste effectivement un point qui va devenir important et on va C'est essayer ça. d'aborder ces sujets. Exactement. Tout ça fait partie de la formation, hein, pour répondre à Michel, hein, sur Ouais, en plus, la question de fantastique. l'optimisation de l'usage. Et c'est très important. Merci à vous. À bientôt. Merci à Donc, tous. voilà. Portez-vous bien. Bonne fin de journée. Au revoir. Ok, très bien.